France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde, un jour en Russie ce soir. Здравствуй, Россия! Здравствуй, великая страна! В эфире Первого канала «Красная площадь». А вчера мы с вами приняли важное Allez, решение. bonjour Serge Ami, bonjour la Russie, ce très grand pays. Nous avons ensemble pris une décision très importante. L'absolue majorité des voix a été au président de notre pays, Vladimir Vladimirovitch Poutine, élu président de notre grande patrie. Ça s'est passé cet après-midi même sur la place Rouge où Vladimir Poutine entendait fêter ses 87% et aussi les 10 ans d'ailleurs de l'annexion de la Crimée. Bonsoir Anniva. Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes grand reporter, vous êtes à Belgorod en ce moment pour Le Point. Vous allez nous raconter, vous signez aussi et surtout, j'ai envie de dire, La haine et le déni chez Flammarion, oui. Fruit de vos reportages avec les Russes et avec les Ukrainiens. Vous avez parcouru les deux pays depuis le déclenchement de la guerre, mais je voudrais profiter, Anniva, de votre présence à Belgorod, la ville située à 30 km de la frontière ukrainienne, régulièrement la cible de frappes ukrainiennes, encore ces dernières heures, avec 4 morts annoncés d'ailleurs aujourd'hui. Au fond, on se dit que c'est un peu le seul endroit, Anniva, où la réalité de la guerre est visible aussi pour les Russes. Est-ce que ça change tout dans leur vision de la guerre et peut-être même leur vision de Vladimir Poutine ? Oui, alors je sais pas si vous entendez les explosions là, c'est si, à l'instant. Voilà, bon, c'est au moment où vous avez commencé à me parler, j'ai senti qu'il y avait les sirènes. Donc c'est la 4e fois aujourd'hui, et en fait il y a pas beaucoup de secondes entre là, c'est très proche, ouais. Entre les sirènes et les attaques aux missiles ou aux drones. Donc voilà, je suis en centre-ville. Et voilà, la vie ici à Belgorod, donc effectivement, ça n'a rien à voir avec la vie à Moscou et avec la vie en dehors en Russie. Absolument rien à voir. Et c'est la raison pour laquelle je suis venue ici. Et j'ai beaucoup aimé dans votre présentation que vous disiez que je glisse d'une frontière à l'autre. Et là, en fait, j'ai grandi, moi, à la frontière entre la France et la Suisse, et je me retrouve à Belgorod, à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Et mon livre, c'est sans cesse des passages entre le côté ukrainien et le côté russe, parce que il faut pas se contenter du côté des gentils, entre guillemets, il faut aussi aller du côté des méchants, telle Alice qui passe de l'autre côté du miroir, et c'est ça que j'aime faire. Et vous dites même que si on sort de votre bouquin en ne sachant plus très bien quoi penser, vous aurez rempli votre mission, c'est ce que vous dites. Ce qui est intéressant et ce qu'on voit, on entend vraiment les alarmes qui sont derrière vous. Oui, c'est vraiment une coïncidence, hein, pardon, mais normalement je devrais descendre à l'abri, mais j'y vais pas, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je me demandais en fait, et c'est pour ça que j'ai commencé avec cette question sur est-ce que la vision était très différente. Je me demandais si l'adhésion au fond du coup à Vladimir Poutine était différente encore, parce que vous savez bien depuis ces élections que notre grande obsession à nous, de notre côté, c'est de savoir s'il y a une adhésion, une opposition, une résignation. Quel est le terme qu'il faut employer? Là où vous êtes, est-ce que vous dites adhésion, là pour le coup presque à 87%? Ah mais plus qu'à 87%, Fabienne. On a les résultats ce matin officiels pour la région Belgorod, c'est 96,45%. Donc c'est une des seules, il y a la seule qui est devant, c'est la Tchétchénie à 99%. Donc voilà, la réalité, parfois la réalité ne nous plaît pas, mais il faut la regarder en face. Et c'est ça pour moi le terrain. Donc je pouvais croire avant de venir ici que le fait que les Russes qui vivent à Belgorod sont contre cette guerre et sont contre Vladimir Poutine, parce que justement, elle les empêche de vivre, il n'y a plus de vie normale aujourd'hui à Belgorod. Eh bien, en fait, non. L'adhésion à Vladimir Poutine est encore plus grande, parce que cette guerre, elle inquiète, elle angoisse, c'est vrai, tout le monde, mais en fait, elle ne nuit pas à Vladimir Poutine. Il n'est pas considéré comme étant le responsable négatif de cette guerre. Au contraire, Poutine rassure les Russes quant à la grandeur, ce qu'ils estiment être la grandeur et la puissance de la Russie. Alors, les rassure sur la grandeur, en effet, parce que j'allais citer cette phrase de votre livre qui dit, c'est l'un de vos interlocuteurs qui parle et qui dit « Poutine tient la dragée haute au reste du monde et rien que pour ça, il faut le féliciter ». On entend même des gens qui disent, mais pourquoi diable n'a-t-il pas attaqué plus franchement en 2014, après tout, sur sa lancée de la Crimée, sur sa lancée du Donbass? Est-ce qu'il faut le prendre au premier degré, ça? Ah, complètement. Ce sont des discours qu'on entend encore aujourd'hui en Russie de la part de personnes qui véritablement souhaiteraient que Vladimir Poutine y aille, si je puis dire, encore plus fort. C'est-à-dire que ce sont des gens
qui sont pro-guerre, pro-Vladimir Poutine, mais qui sont mécontents, voire en colère, voire blessés par le fait que la guerre n'est pas encore gagnée, parce que ça ne leur échappe pas quand même, que l'armée russe n'a pas encore gagné cette guerre. Et donc, ils se disent, pour essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas encore gagné, ils se disent que c'est parce que, finalement, certains m'ont encore dit, ça va vous choquer ce que je vais dire, mais certains m'ont dit, en fait, elle a presque pas commencé la guerre, il faudrait y aller à fond. Pourquoi Vladimir Poutine se retient ? Pourquoi ? Parce qu'il se retient, et c'est à cause du fait qu'il se retient que nous ne gagnons pas cette guerre. C'est un discours que j'entends beaucoup en Russie. Il y a une chose qui m'a fascinée dans votre livre, Anne Niva, vous retournez à Moscou chez certains de vos amis qui sont des amis tchétchènes. Oui. Et qui ont donc énormément souffert, évidemment, de la guerre en Tchétchénie. Vos amis, en l'occurrence, ont même perdu... Des jeunes femmes, oui. Exactement. Une famille de 4 filles. Et ils ont perdu des membres de leur famille pendant cette guerre. Enfin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Et ils vous disent des choses qui m'ont laissé un peu sur ma chaise, quand même. C'est le mari qui dit, notamment le mari d'une femme qui s'appelle Larissa, qui a fait quand même de la prison pendant la première guerre de Tchétchénie et qui soutient aujourd'hui Vladimir Poutine et qui dit ceci: la meilleure défense, c'est l'attaque, parce que si la Russie se disloque, ce sera la fin. Et la fin, ce sera donc aussi la fin de la Tchétchénie et du calme qui règne aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui, alors attention, Fabienne, il est le seul quand même dans la famille à penser cela. Son épouse Larissa et les sœurs de Larissa ne pensent pas la même chose, et c'est justement lors d'un dîner à table où j'ai lancé la discussion sur ce thème dont ils ne parlent d'habitude jamais. Mais évidemment, moi, c'était ce qui m'intéressait, et ils ont pu chacun me donner leur avis. Et en fait, lui, cet homme tchétchène, ce qu'il dit est très important, et ça montre que, en fait, les Tchétchènes, beaucoup de Tchétchènes sont absolument seraient vexés, si vous voulez, si les Ukrainiens arrivaient à gagner la guerre contre les Russes. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire eux-mêmes. Exactement. C'est parce qu'ils n'y sont pas parvenus eux-mêmes. Et ils sont aussi vexés et blessés pour une deuxième raison, c'est qu'ils ont l'impression que l'Europe et le monde entier occidental prend fait et cause pour l'Ukraine et aide l'Ukraine, alors que eux, en Tchétchénie, n'ont pas été aidés. Voilà. Ça, ce sont deux raisons très importantes qui provoquent ces blessures. Quant aux filles, bien sûr, elles sont anti-guerre et elles provoquent leur époux, et ça se fait pas dans les coutumes tchétchènes normalement de tenir tête à l'homme de la famille, mais le fait qu'elles vivent à Moscou, les us et coutumes changent, la société se modernise même en Tchétchénie. Vous dites, vous, que vous avez parfois du mal à reconnaître le Moscou où vous avez vécu, finalement du mal à reconnaître les gens que vous connaissiez dans le Moscou d'aujourd'hui, dans une autre Russie 2 ans après le déclenchement de cette guerre, et même vous, parfois, vous vous demandez si vous n'êtes pas dans un autre endroit. Oui, mais c'est-à-dire que, en fait, couvrir cette guerre, c'est s'habituer presque à devenir schizophrène. C'est-à-dire que parfois, il faut que je me pince pour croire ce qu'on me dit. Et puis, il y a une telle propagande. C'est vraiment un autre monde. Je faisais la comparaison tout à l'heure, avec Alice au Pays des Merveilles. C'est vraiment ça. Donc, quand on est côté ukrainien, ou alors chez nous, en France, en Europe occidentale, on a un son de cloche médiatique. Et puis, quand on est en Russie, on a exactement l'inverse. On a l'impression d'un boomerang sans cesse. Et les arguments de Vladimir Poutine lui-même sont des arguments qu'il nous renvoie à la figure. Donc, oui, la plupart de mes interlocuteurs, il y a des gens qui sont partis, mais il y en a beaucoup qui sont restés et qui, aujourd'hui, eux-mêmes sont perdus par rapport à cette guerre. Les Russes sont en colère. Mais ils ne peuvent pas s'exprimer. Avec un vrai doute quand même. Alors vous nous raconterez effectivement, parce que vous rencontrez des gens que vous connaissez la plupart du temps, dont vous pouvez avoir des conversations que d'autres parfois n'ont pas. Mais il y a cette fameuse serveuse quand même, moi j'ai trouvé que c'était intéressant, qui vient vous voir et qui vous dit, attendez, est-ce que le chaos règne bien en Europe comme on nous le montre à la télé? Oui, elle voulait vérifier. Ben oui, ça veut dire que personne n'est dupe également, Niva. C'est ça aussi que ça veut dire. Exactement. Merci de donner cet exemple, parce que c'est pas la seule qui m'a... Mais ce sont souvent des femmes quand même qui osent s'exprimer et poser des questions qui peuvent paraître naïves, mais qui en fait sont très importantes. Effectivement, cette jeune femme, je la connaissais pas, et elle a eu ce courage et cette curiosité de me dire, mais voilà, vous êtes là devant moi, vous venez de l'Occident, de France, est-ce que vraiment ce que nos médias disent de vous, c'est-à-dire, vous pouvez pas savoir, Fabienne, comment les médias russes présentent ce qui se passe en France, notamment les gilets jaunes, etc. C'est comme si c'était la fin de la France, comme si la France était en guerre civile, et cette violence permanente, en tout cas, bon, il
grossisse évidemment tout. Mais elle n'était pas sûre. Elle voulait vérifier auprès de moi. Et évidemment, mais est-ce qu'elle vous a cru ? Entendu ce que je lui ai dit, elle m'a cru. Oui, tout à fait, elle m'a cru. Parce que je suis convaincante, parce que justement, c'est la relation humaine. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans le reportage, c'est la relation humaine. L'autre extrait de reportage qui est vraiment intéressant à lire dans votre bouquin, c'est particulièrement aujourd'hui d'ailleurs, puisque Poutine fête aussi les 10 ans de l'annexion à Crimée. L'un de vos amis en Crimée, qui fait du business, qui entend continuer et qui, au début, vous dit, il y a 9 ans, presque 10 ans, vous dit, bon, d'accord pour l'annexion, mais moi je prendrai pas mon passeport russe, faut pas exagérer. Maintenant, il est citoyen de la Fédération russe. Et vous dites vous-même, ils se sont radicalisés, ces gens. Oui. Alors, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, effectivement, au moment de l'annexion de la Crimée, donc il y a 10 ans, alors que j'étais partie en reportage pour essayer de comprendre ce qui se passait sur place. Et effectivement, à l'époque, il était déjà ukrainien de passeport, russe de père et ukrainien de mère, habitant en Crimée, et ne souhaitant pas prendre le passeport de la Fédération russe, que déjà il y a 10 ans, vous vous rendez compte, les autorités russes proposé aux Criméens, ce qui veut bien dire que tout ça a été organisé très longtemps à l'avance. Et quand je l'ai revu là, il y a 1 an, il avait pris le passeport. Il avait pris ce passeport et il n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'en Crimée, et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que Vladimir Poutine arrive finalement à ses fins, et que quand il dit aujourd'hui, comme hier à son discours de victoire, que dans les régions annexées en Crimée, on a voté, disons sincèrement pour lui, c'est qu'il le pense. Il pense que véritablement les habitants de ces territoires ukrainiens qui sont contrôlés par la Russie aujourd'hui veulent être rattachés à la Russie et qu'ils n'ont pas d'autre espoir que cela. Une dernière question pour vous, Anniva. On a regardé, nous, d'ici, avec évidemment beaucoup d'attention, les milliers de personnes qui ont rendu hommage à Alexeï Navalny. On a compté les incidents devant les bureaux de vote pendant ces 3 jours de vote comme autant de signes d'une lassitude des Russes. Est-ce que vous diriez-vous que nous avons justement, on prend un peu nos désirs pour des réalités et qu'on a une lecture trop parcellaire, et peut-être même qu'il faut décorréler le refus de Poutine et le refus de la guerre, qui aux yeux des Russes sont deux choses différentes? Complètement, vous avez complètement raison. Et effectivement, qu'on prend nos désirs pour des réalités, je dirais que c'est très humain, mais en même temps, pardon de le répéter, mais pour moi, le journalisme et le journalisme de terrain, c'est justement, ça permet d'être face à la réalité, même quand elle nous déplaît. Donc, bien sûr que c'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain. Tout est différent, et les Russes aujourd'hui sont complètement inquiets. Pour eux, Poutine est leur leader national, il représente le sentiment de cette puissance, il est responsable de la grandeur de la Russie, et la priorité des Russes, c'est surtout de préserver le statu quo, parce qu'ils ont peur en fait que si c'est plus Vladimir Poutine, ça sera encore pire. Mais ça ne veut pas dire que ils ne sont pas lassés de cette guerre. Effectivement, ça ne veut pas le dire. Simplement, à propos de la guerre, premièrement, ils ont des doutes de réussir à la gagner, et deuxièmement, ils ne peuvent pas s'exprimer sur cette guerre, parce qu'il y a une pénalisation de toute l'expression publique. Donc ils ne peuvent pas. Donc ils font des choses, ils s'expriment dans le silence en allant sur la tombe de Navalny. Moi ici à Belgorod, j'ai réussi à trouver une personne hier qui m'a dit qu'elle avait voulu participer à cette fameuse action à midi contre Vladimir Poutine, mais c'est la seule que j'ai. Il n'y avait pas du tout de queue à midi ici devant les bureaux de vote. Ça s'appelle La haine et le déni avec les Ukrainiens et avec les Russes dans la guerre. Vous passez de part et d'autre de la frontière constamment. C'est publié chez Flammarion, signé Anniva. Merci beaucoup. Merci à vous. Et mettez-vous un peu à l'abri quand même. Non mais ça y est, c'est bon, maintenant c'est terminé. Là, je vois que l'alerte est terminée, donc ça va, voyez. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Le 18-20, Fabienne Synthèse, sur France Inter. La suite ce soir, ça se passe en Irlande, où la tradition de la Saint-Patrick veut que le Premier ministre rencontre le président des États-Unis, sauf que cette fois, appel au boycott, et vous comprendrez pourquoi. Pour aller jusqu'à 19h, la bande habituelle, Kevin Dufresne sous les radars. En Australie, où Uber va faire un gros chèque aux chauffeurs de taxi. Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Madevaux, bonsoir. Bonsoir Franck. Fabienne, bonsoir à tous. On va reparler indirectement de Russie. Au Niger, les soldats américains sont poussés dehors et Moscou n'est pas loin. Les Français connaissent la musique. La BO du Monde comme chaque lundi avec Cyril Sauvageau. Salut Cyril. Bonsoir, je vous emmènerai au Sénégal avant la présidentielle de dimanche prochain. La colère gronde chez les jeunes Sénégalais et nous verrons comment les rappeurs se font les porte-paroles de la contestation. Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue, il passe par New York avec Anony and the Johnsons, Keynes sur France Inter. C'est dans la playlist, une habituée d'un jour dans le monde.
I miss you, friend. You are dead and oh so far away. While I'm here stranded among the living, like so many rotten teeth. I don't like this place. Can't belong, that's in your face. Won't you now here beside me? I don't like it. Can't endure it. I don't want it. Come back home, my darling. Come back home, friend. Sorry for the things I've done. I can't stop this, darling. Keeps being real. I don't want you to be dead. I can't stand around with these rotten teeth. Can't stand around talking shit with these rotten teeth. Can't stand around talking shit with these rotten teeth. I don't like this place. Can't belong, that's in your face. Won't you hear now beside me? Can't endure this misery. I don't like Allez, les Verts dans le reportage d'aujourd'hui, mais Verts avec un trèfle dessus, un Vert irlandais, les Irlandais qui ont fêté hier la Saint-Patrick. Et comme à chaque fois, le moment important, c'est pas le mal aux cheveux, c'est la rencontre avec les États-Unis. C'est une tradition. La Saint-Patrick est aussi l'occasion pour cette petite République d'Irlande d'un exercice de diplomatie avec les États-Unis. Leo Varadkar, le Premier ministre, a donc fait sa visite annuelle à la Maison-Blanche. Il a rencontré Joe Biden. Or, cette année, de nombreux Irlandais ont appelé au boycott de cette visite parce que l'Irlande s'identifie, et depuis longtemps, à la cause palestinienne. Le reste, c'est Clémence Pénard qui raconte. En ce week-end de Saint-Patrick, de nombreux Irlandais se sont donné rendez-vous près de Halfpenny Bridge, un pont célèbre de la capitale. Pas de trêve pour Joe Biden. Les manifestants font référence à cette coutume qui veut que le Premier ministre irlandais offre au président américain un bol symbolique de trèfle à la Saint-Patrick. Et ils assument en parlant de génocide à Gaza, terme récusé par Israël et ses soutiens. Le trèfle, d'habitude vert évidemment, a été peint sur des pancartes en noir pour l'occasion. Niall tient quant à lui un drapeau irlandais dans sa main droite et un palestinien dans l'autre. Les Irlandais savent ce qu'il se passe. C'est un génocide des Palestiniens. Ils essaient d'expulser les Palestiniens de Gaza, de les déplacer à nouveau. Vous donnez un trèfle noir à quelqu'un quand il a fait honte à la nation irlandaise. C'est ce que nous donnons aujourd'hui à Joe Biden. Parmi la foule également, Brian, qui travaille pour la campagne de solidarité Irlande-Palestine, à l'origine de nombreuses manifestations à Dublin depuis le 7 octobre. Tout le monde en Irlande a une sorte de souvenir de la famine. Tout le monde a en mémoire la guerre d'indépendance. Donc les Irlandais comprennent à quoi les Palestiniens sont confrontés, profondément. Nous avons ici l'occasion d'être leaders et de créer des mesures concrètes que d'autres pays suivront. Boucle d'oreille aux couleurs du drapeau palestinien, la musicienne May Kay fait partie d'un collectif d'artistes irlandais en soutien à Gaza. D'après elle, les cicatrices de la colonisation par les Britanniques sont toujours douloureuses en Irlande. Vous savez, nous avons 6 comtés en Irlande du Nord qui sont, je dirais, encore sous occupation anglaise. Nous avons beaucoup de compassion et de compréhension envers le peuple palestinien à cause de ça. Nous savons quelles étiquettes sont sur les bombes qui tombent sur Gaza. Elles sont fièrement américaines. Nous ne soutenons pas cela, nous en sommes dégoûtés.
Je ne resterai pas les bras croisés alors que Joe Biden instrumentalise le trèfle irlandais pour se rendre plus sympathique, alors qu'il aide et qu'il encourage le génocide en Palestine. Pour Paul Murphy, député du parti People Before Profit, la guerre ne pourrait tout simplement pas se poursuivre sans le soutien de Washington. Chaque année, les États-Unis fournissent environ 4 milliards de dollars d'aide militaire à Israël. Et en ce moment, ils bénéficient d'une aide supplémentaire de 14 milliards et demi de dollars. De nombreux parallèles peuvent être dessinés selon Gillan Warba Abdelmajid. D'après l'ambassadrice pour la Palestine en Irlande, les deux peuples partagent une histoire commune d'oppression. Les Irlandais savent exactement ce que signifie être colonisé, être opprimé, ce que c'est d'être privé de nourriture, la famine. La Palestine a réuni tous les Irlandais autour d'une même table. L'opposition et le gouvernement, tous sont vraiment solidaires. C'est pourquoi leur soutien est d'un autre niveau. Les États-Unis, au lieu de se ranger du côté d'Israël, s'ils voulaient être justes et mener un véritable processus de paix entre les Palestiniens et les Israéliens, je pense qu'ils pourraient le faire. Ils l'ont fait avec l'Irlande du Nord, mais j'espère qu'ils le feront avec de la bonne volonté pour les Palestiniens. Aujourd'hui, l'Irlande espère jouer de ses liens historiques avec les États-Unis pour plaider en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Mais les États-Unis sont-ils prêts à écouter cet appel ou la voix de l'Irlande est-elle tout simplement trop petite pour faire la différence ? Clémence Pénard pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passe aussi sur les radars, mais Kevin Dufresne est là pour la rattraper. En allant d'abord à Cuba, Kevin, où les habitants crient leur ras-le-bol. Oui, manifestation hier dans les rues de Santiago, la deuxième ville du pays, touchée par des coupures de courant à répétition ces derniers jours. La plus longue a duré 14 heures d'affilée. Plus largement, c'est l'ensemble de l'île qui est affecté par ces coupures. Selon les autorités, c'est lié à des travaux de maintenance sur la principale centrale thermoélectrique du pays, mais c'est aggravé par la pénurie de carburant qui touche Cuba. Carburant qui sert à faire tourner ces fameuses centrales. Des coupures qui ont donc déclenché ces manifestations, mais qui ne sont en fait que la goutte d'eau qui fait déborder un vase de contestation sociale déjà bien plein. Les manifestants dénonçant aussi les pénuries de produits alimentaires et des salaires bien trop bas pour faire face au coût de la vie. Des manifestations dénoncées par le pouvoir cubain, comme souvent. Le président Miguel Díaz-Canel y voit la main d'opposants à son régime qu'il qualifie de terroristes basés aux États-Unis qui, je cite, encouragent des actions pour déstabiliser le pays. Et nous voici au Soudan du Sud, où les écoles sont restées fermées aujourd'hui. Et on ne sait pas encore exactement pour combien de temps. Décision du gouvernement pour faire face à une canicule inhabituelle à cette période de l'année. Jusqu'à 45 degrés à l'ombre aujourd'hui dans ce pays tropical où les mêmes températures, ou en cette saison sèche, les températures ne dépassent normalement pas les 40 degrés. Les ministères de l'Éducation, de la Santé et de l'Environnement indiquent que des morts liées à ces chaleurs excessives ont déjà été signalées. Il conseille aux parents de ne pas laisser leurs enfants jouer dehors la journée et parle d'une vague de chaleur qui pourrait durer au moins 2 semaines, de quoi rajouter à la précarité de ce pays particulièrement touché par le réchauffement climatique, où par ailleurs 80% de la population a besoin d'aide humanitaire pour vivre. Uber, forced to agree to a massive compensation payment. Nous sommes en Australie où Uber passe à la caisse. Oui, c'est un tribunal qui l'a décidé. Le géant américain qui inonde les grandes ville du monde entier de ses VTC depuis maintenant 15 ans a été condamné aujourd'hui par la justice australienne à verser l'équivalent de 164 millions d'euros de compensation à des chauffeurs de taxi, à des loueurs de voitures également. Au total, plus de 8000 personnes attaquaient Uber via ce recours collectif pour dénoncer des pertes de revenus importantes depuis l'arrivée de la plateforme en Australie en 2012. Selon les plaignants, Uber a alors cassé le marché du transport de personnes puisqu'il n'y avait pas besoin d'avoir une licence de taxi pour être chauffeur sur l'application. C'était donc vu comme de la concurrence déloyale. La procédure a duré 5 ans. Uber n'a pas commenté sa sanction, se contentant de rappeler qu'aujourd'hui, le marché est réglementé en Australie. En France, une procédure similaire a été déposée par près de 2500 taxis, mais ils ont été déboutés en octobre dernier. Ils ont fait appel. Kevin Dufresne, merci beaucoup. Est-ce que vous avez vu Lost in Translation de Sofia Coppola? Bien sûr. Vous
vous reconnaîtrez la chanson de la scène du karaoké. Les Pretenders, Brass in Pocket. Vous faites Scarlett Johansson ou pas? Ouais, toujours, tous les jours. Got brass in pocket, gunpowder, I'm gonna use it. Intention of feeling mental, gonna make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning, no reason. Just seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my side step, gonna use my fingers, gonna use my imagination. 'Cause I gonna make you see. Nobody else here, no one like me. I'm special, so special. I gotta have some of your attention. Give it to me. I got rhythm, I can't miss a beat. I got new skank, so reach. I got something winking. Brass in Pocket des Pretenders dans Un jour dans le monde. La suite, c'est Le Monde à 18h50 et Franck Madvon. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, samedi, la junte au pouvoir au Niger a rompu sa coopération militaire avec les États-Unis. Et ce soir, vous nous dites pourquoi cette annonce rappelle la manière dont les Français ont été mis à la porte ailleurs au Sahel. Oui, c'est un accord signé en 2012. Il a permis aux États-Unis d'installer au Niger la base militaire 201. C'est à Agadez, dans le centre du pays. Aujourd'hui, ce site compte plus de 1000 soldats américains. De là partent des drones de surveillance et de combat. Pour la junte au pouvoir, cette base est donc illégale. Le porte-parole des putschistes, qui ont renversé en juillet le président Bazoum, l'a affirmé samedi. Il estime que la présence américaine viole les règles constitutionnelles et que seul le peuple souverain peut approuver une armée étrangère sur son territoire. C'est assez ironique vu de France. En juillet, rappelez-vous, les Français ont condamné avec force le coup d'État au Niger. Ils ont fini par retirer leurs 1500 soldats et fermer leur ambassade. Les États-Unis, eux, ont tout fait pour éviter la rupture avec les putschistes et ils aboutissent donc aujourd'hui au même résultat. Voilà, le pouvoir nigérien n'a finalement accordé aucun régime de faveur aux Américains. Ouais, une anecdote symbolise l'attitude de la junte. La semaine dernière, une délégation américaine s'est rendue à Niamey, emmenée par la sous-secrétaire d'État chargée de l'Afrique, Molly Fee, sa deuxième visite en 3 mois. Eh bien, elle n'a même pas été reçue, Fabienne, par le président de la transition, le général Tiani. Elle a pourtant prolongé son séjour de 24 heures pour le rencontrer, mais le chef putschiste l'a snobé. Elle a dû se contenter de 2 entretiens avec le Premier ministre. Cette affaire est évidemment un camouflet pour l'administration Biden. Les États-Unis ont fait de la base d'Agadez le cœur de leur dispositif antiterroriste en Afrique. 110 milliards d'euros d'investissement. Leurs soldats ne sont pas encore expulsés, mais difficile de rester après ce rappel à l'ordre de la junte. C'est aussi un échec de leur stratégie. Washington s'était contenté de suspendre sa coopération avec Niamey, surtout ne pas crier trop fort après le coup d'État, ce qui avait beaucoup agacé les Français qui comptaient, eux, sur l'unanimité des Occidentaux pour faire pression sur les putschistes.
communiste. Maintenir le dialogue, ça ne marche pas avec ce régime. Et le Niger a donc préféré chercher de nouveaux alliés. Oui, les États-Unis n'ont pas pu éviter que Niamey se jette dans les bras de leurs rivaux, à commencer par la Russie. Le Premier ministre nigérien Lamine Zen s'est rendu à Moscou en janvier. Les deux pays entretiennent d'excellentes relations et renforcent leur coopération militaire. Autre projet qui inquiète beaucoup Washington, le Niger discuterait d'un accord avec l'Iran, où le Premier ministre a aussi fait escale en janvier. Niamey pourrait donner à Téhéran l'accès à ses réserves d'uranium pour le programme nucléaire iranien, en échange d'un soutien militaire ou économique. Les juntes au pouvoir, au Mali ou au Burkina Faso, avaient procédé de la même manière, mettre les Français à la porte et trouver de nouveaux alliés, la Russie en tête. Au Niger, les Américains espéraient obtenir plus de considération, mais ces régimes, unis désormais dans une alliance commune, répondent aux mêmes logiques, le maintien au pouvoir à tout prix, la lutte contre tout ce qui incarne le joug colonial et le rejet de stratégies occidentales beaucoup trop axées sur le militaire. C'est une erreur à la fois commise par Paris et par Washington. Franck Madvon, merci beaucoup. À demain. Le lundi, c'est Cyril Sauvageau qui écoute le tempo de la planète et c'est la BO du Monde. France Inter. Le 18-20. La BO du Monde est au Sénégal, Cyril, ce soir avant l'élection présidentielle qui aura donc lieu finalement dimanche. À Dakar, la jeunesse s'est beaucoup mobilisée ces derniers mois contre le régime du président sortant, Macky Sall. Et comme souvent au Sénégal, les rappeurs sont en première ligne. Et certains sont des vétérans de la contestation anti-système, engagés politiquement depuis bien longtemps. C'est le cas des rappeurs de Positive Black Soul, une institution du rap sénégalais depuis 20 ans. Lorsque le camp Macky Sall a voulu reporter l'élection présidentielle en début d'année, le groupe de Didier Awadi a sorti ce titre en pleine Coupe d'Afrique des Nations, ça s'appelle Finale, une métaphore footballistique pour appeler au respect des institutions. Toujours la même cause, il produira le même effet, tu vois, moi ça me saoule, je vais devoir encore me répéter. On parle peu, Awadi c'est pas les mots en l'air. Quand on vient, c'est pour apaiser la crise de nerfs. Dans le foot, on est régi par les règles du jeu. Première règle, ne pas toucher à la règle du jeu. Quand tu t'engages, tu respectes les conditions de jeu. Quel que soit l'issue, tu acceptes les résultats du jeu. Important dans ce match, il y aura demi-temps. Pas de temps additionnel, demi-temps c'est demi-temps. En moule, j'ai pas terminé, on a dit demi-temps. Nul ne peut changer la règle, demi-temps c'est demi-temps. Nul ne peut changer la règle, voilà, demi-temps c'est demi-temps. Le coup de gueule de Didier Awadi contre le coup de force du président sénégalais. Le leader de Positive Black Soul n'a jamais craint de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Il y a 2 ans déjà, pendant les émeutes, après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, Positive Black Soul avait pris fait et cause pour le mouvement démocratique Free Sénégal et marqué les esprits avec ce morceau Bayil Moussed, Laisse tomber en Wolof, où il s'adresse directement à Macky Sall sous forme de message téléphonique. Allô, allô, monsieur le président. C'est pas un ennemi qui parle, Mandoum partisan. C'est un simple citoyen qui parle librement. Faut que New York de déglume sereinement. Rien ne va plus dans le pays, j'ai vu des scènes de guerre. Tu dois parler devant le peuple et apaiser les nerfs. Ce gars inopi, on n'a pas besoin de va-t-en-guerre. Le pouvoir est dans la rue, la preuve, on l'a vu hier. Tu dois parler, tu dois agir, tu dois calmer les gars. Ngoba et son combat et Guimerius en tous les cas. Ngoba et Hélène, tu veux la paix, tu fais le premier pas. Koloko, rôle de l'ENAR, monsieur le président. Et depuis toujours au Sénégal, Cyril, le rap, c'est une histoire d'activisme politique. Oui, à plusieurs reprises dans l'histoire récente, les grands noms du rap sénégalais ont contribué au changement que traverse le pays. D'abord au début des années 2000, lorsqu'il s'engage pour faire tomber l'ancien président Abdou Diouf au pouvoir depuis 20 ans, puis 10 ans plus tard avec le mouvement Y'en a marre. À l'initiative des artistes, la société sénégalaise se soulève en 2011 pour protester contre le président Abdoulaye Wade qui cherche à imposer son fils pour lui succéder. Faut pas forcer, lui répondent les rappeurs. Faut pas forcer, faut pas forcer. Faut pas forcer, faut pas forcer. Faut pas forcer.
L'histoire ne fait donc que se répéter. Cette année encore, le rap écrit la bande-son d'un nouveau soulèvement anti-système qui agite le Sénégal. Et c'est une nouvelle génération de rappeurs qui reprend le flambeau. Oui, aux côtés des grands anciens comme Positive Black Soul, les rappeurs qui montent aujourd'hui et qui comptent pour la jeunesse se sentent eux aussi investis d'une mission. Parmi eux, des artistes comme Niddoff ou Omzo Dollar ont eu maille à partir avec les autorités pour avoir dénoncé les violences policières. Autre exemple, Dip Doundou Guiss, une des stars du moment. Il rappe en Wolof et tire à boulet rouge lui aussi sur Macky Sall. Je vous résume quelques punchlines. Demain, tu auras honte de raconter à tes enfants ce que tu as fait de ce pays. Ou encore, tu as vendu notre eau à Macron et nos pêcheurs en pâtissent encore. Allusion à un accord de pêche très impopulaire entre l'Union européenne et le Sénégal. Quelle que soit leur génération, la posture des rappeurs sénégalais est donc très claire. Ils appellent cette année à tourner la page Macky Sall et leur champion a pour nom Ousmane Sonko. Le candidat d'opposition ne pourra pas se présenter lui-même. Une décision de justice l'en empêche, mais son nom soulève beaucoup d'espoir. Il est sur toutes les lèvres et dans tous les refrains. Notre président est Ousmane Sonko. Notre président est Ousmane Sonko. Kii mooy nit ku baax teg si nit te dëggu di dëggal dafa mës a sax si julli te jublu di jubal lu mu wax vérité si bépp kàddu yi mu fësal duñu nax nit ñi jiite di la kàddu di lu bël. Ce qui est bien, c'est que les messages ils sont extrêmement clairs. Ah, c'est très clair. On peut pas se tromper. Voilà, comme ça, moi, c'est très clair. Cyril Sauvageau et la BO du Monde. Merci beaucoup. Vous reviendrez lundi prochain. La suite du 18-20, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly. Juste après, il y a bien sûr le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure. Bonsoir à tous. Ce soir, on va au resto avec ou sans guide Michelin d'ailleurs. Oui, avec l'inflation, on a réduit le nombre de sorties, on contrôle sa consommation, un passe sur les desserts ou les boissons. Pour certains, on a changé d'établissement pour le moins cher, mais le resto reste la sortie familiale ou entre amis. Catherine confirme, je n'ai jamais eu les moyens d'aller dans des restos étoilés, mais même un resto lambda, ça reste toujours une fête. En plus, je suis végétarienne depuis 40 ans, donc ça permet de tester de nouvelles choses. Julien, sur l'appli, j'adore aller au resto le week-end avec ma chérie. Cependant, étant conducteur routier, je passe mon temps dans les restos routiers, bien pratiques pour nous. Ils nous permettent de faire une vraie pause, de pouvoir manger correctement, de pouvoir prendre une douche. Les restos routiers sont vraiment des lieux à respecter et à soutenir. Ils ont tout compris, nos auditeurs. Ah ben absolument. Continuez les amis, vous êtes pile dessus. 01 45 24 7000 pour dialoguer avec nous. C'est le même numéro via WhatsApp. À tout de suite.